Bienvenue dans ce décryptage consacré à l'un des monuments les plus fascinants de France, le château de Chenonceau. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de regarder de belles pierres. On va chercher à comprendre pourquoi son architecture était si atypique, qui l'a véritablement construit et comment il est devenu le légendaire château des Reines. Allez, jouons la mèche tout de suite, c'est l'histoire incroyable d'une lignée de femmes qui ont dirigé ce projet d'une main de fer. On y va. Regardez-moi un peu ça. C'est quand même dingue, non? Le château n'est pas juste posé gentiment à côté de l'eau. Il traverse littéralement la rivière. Il agit comme un majestueux pont de pierre qui flotte gracieusement sur le Cher. Dans tout le paysage de la vallée de la Loire, c'est une prouesse technique et esthétique absolument unique. Ça défie la gravité et franchement toutes les règles de construction de l'époque. Du coup, une question assez fascinante se pose. Comment on passe d'un simple petit moulin médiéval ultra fonctionnel à ce joyau architectural de luxe que toutes les têtes couronnées d'Europe s'arrachaient? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble. Première partie, une architecture atypique, ou comment défier les règles de la construction. Là, le contraste visuel saute vraiment aux yeux. À gauche, on a la tour des Marques. C'est trapu, c'est lourd, c'est le tout dernier vestige de l'ancien château fort médiéval. Et juste à côté, à droite, boum, la délicatesse, la symétrie, l'harmonie parfaite de la Renaissance. C'est littéralement le point de bascule où l'histoire de ce lieu bascule vers la modernité. Et devinez qui est à l'origine de cette transformation radicale au tout début du XVe siècle? Une femme visionnaire, Catherine Brissonnet. En l'absence de son mari, c'est elle qui gère le chantier. Elle ose faire raser l'immense forteresse et elle a cette idée de génie. Utiliser les énormes piliers en pierre de l'ancien moulin directement dans le lit de la rivière pour y asseoir sa nouvelle demeure. Un coup de maître absolu. Deuxième partie, les premières bâtisseuses et le début d'un siècle de supervision féminine. L'histoire de ce monument, c'est un peu comme une course de relais incroyable entre des femmes de pouvoir. En 1513, Catherine Brissonnet lance la machine. Ensuite, le domaine passe à la couronne et le roi Henri II l'offre à l'amour de sa vie, sa favorite, Diane de Poitiers. Mais attention, rebondissement. À la mort tragique du roi en 1559, c'est son épouse légitime, la redoutable reine Catherine de Médicis, qui prend le contrôle absolu pour y imposer sa propre marque. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le château des dames. Pouvoir, jardin et rivalité royale. Et là, on rentre dans le vrai drame historique qui a forgé l'identité du château. D'un côté, on a Diane de Poitiers, qui lance la construction du fameux pont pour traverser la rivière. De l'autre, la reine Catherine de Médicis. Dès que le roi meurt, elle expulse sa rivale sans aucune pitié. Et pour bien montrer qui est la patronne, elle fait carrément construire ces immenses galeries à double étage par-dessus le pont de Diane. Le décor parfait pour ces fêtes grandioses. Et cette guerre d'ego s'est même jouée dans le jardinage. En observant ces immenses plans d'aménagement paysager côte à côte, on comprend vite l'ambition féroce de ces deux femmes. Chaque parterre, chaque fontaine devait être plus majestueuse et plus innovante que celle de la rivale. Elles ont littéralement sculpté leur soif de pouvoir à même la terre. Faisons un petit saut dans le temps. Au XVIIIe siècle, une autre femme exceptionnelle prend la relève, Louise Dupin. Elle transforme le château en un brillant salon littéraire, accueillant des stars des Lumières comme Rousseau. Mais surtout, c'est grâce à son intelligence stratégique et sa générosité qu'elle parvient à sauver Chenonceau des flammes et des pillages pendant le chaos de la Révolution française. Sans elle, le château n'existerait peut-être plus. Quatrième partie, un hôpital sur l'eau, des galas royaux au sauvetage de vie. On va s'arrêter sur une anecdote vraiment bouleversante. 2250. C'est un chiffre qui donne des frissons. Pour vous donner une idée de son importance, c'est le nombre exact de soldats gravement blessés qui ont été mis à l'abri, opérés et soignés directement à l'intérieur du château pendant l'enfer de la Première Guerre mondiale. Imaginez un peu le contraste saisissant. Ces magnifiques galeries de pierre posées sur l'eau, autrefois résonnantes des rires de la cour, transformées du jour au lendemain en un hôpital militaire de pointe. C'est Gaston Meunier, dont la famille possède le domaine, qui a entièrement financé ça sur ses fonds propres. Et devinez qui administrait cet hôpital au quotidien? Sa belle-fille Simone Meunier, qui a fait office d'infirmière majeure avec un courage exemplaire. Cinquième et dernière partie, Chenonceau aujourd'hui, un modèle rare de gestion du patrimoine. Ce que devient ce domaine aujourd'hui est tout aussi impressionnant. Chenonceau, c'est plus de 800 000 visiteurs par an, c'est classé à l'UNESCO, mais ça reste une propriété 100% privée et totalement autofinancée, sans la moindre subvention publique. Et la cerise sur le gâteau, cette énorme réussite patrimoniale a été pilotée pendant plus de 20 ans par, vous l'aurez deviné, une autre femme dirigeante d'exception, Laure Meunier. La boucle est magnifiquement bouclée. Alors, pour conclure, posez-vous la question. Existe-t-il une autre merveille architecturale dans le monde qui ait été aussi durablement façonnée par l'ambition, les rivalités et le génie des femmes siècle après siècle?
Chenonceau, ce n'est décidément pas qu'un simple château sur l'eau. C'est l'incarnation même, en pierre, de la force de ces bâtisseuses intemporelles. De quoi donner envie d'aller le visiter, n'est-ce pas ?